Une idée pleine de rebonds, et rebondir, c'est exactement ce que je vous proposais de faire ce soir. Alors, rebondir sur la question de la raison d'être. Comment concrètement décliner la raison d'être, là, ici, à mon niveau? Et là, j'ai besoin de votre participation tout de suite. J'aimerais que chacun, chacune présent dans cette salle, maintenant, puisse penser au moins à un domaine dans lequel cette question est susceptible d'être mise sur la table, là, concrètement, de notre vraie vie. Donc, soit parce que vous êtes décideur, ou parce que vous faites partie d'une équipe, et vous pourriez suggérer, tiens, au fait, là, j'ai eu un truc sur la raison d'être, ça serait bien qu'on vérifie que ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Donc, je vous propose de détecter un coin vierge dans votre book, et de noter au minimum un domaine. Ça peut être une association dans laquelle vous êtes investi, parce que vous avez un hobby, ou une association caritative. Bien sûr, ça peut être un service dans l'Église, les jeunes, la sono, vous êtes pasteur, ancien, diacre, bien sûr, vous êtes concerné au premier point. Vous êtes peut-être dans une équipe qui gère un service dans une église, et bien sûr, ça peut être un domaine au niveau business, parce que vous dirigez une boîte plus ou moins grande, vous dirigez une ONG, ou vous êtes manager, tout simplement, d'un service. Voilà. Alors j'ai besoin de vous, si possible, trouvez au moins un domaine qui va nous servir de base concrète pour décliner tout ce qu'on va discuter ensemble. Et une fois que c'est fait, ceux qui ont déjà au moins un domaine, vous levez la main, que ça je sais si vous êtes un petit peu avec moi. OK ? Et pour ceux qui ne les trouveraient pas pour l'instant, je pense que vous aurez des idées concrètes d'application au cours de l'exposé. Je n'ai pas vu beaucoup de mains se lever pour l'instant, ça me rassure. Ah, merci beaucoup, je note, hein. Génial. Super. Anyone else? Marianne? Super. Merci. Allez, on y va. Pourquoi un tel sujet? D'abord, d'un point de vue un petit peu macro, ce besoin de sens et de vision n'est pas nouveau. Je suis juste un petit peu ébloui, là. Je ne vous vois pas. Hein. Vous me voyez, ça va? Ok, super, c'est l'essentiel, il paraît. D'un point de vue macro, déjà, ce besoin de sens, cette quête de raisonner, raison d'être, une vision globale qui nous dépasse, c'est bien sûr un besoin existentiel fondamental. Ça ne date pas d'hier. Alors, c'est vrai que cette année, c'est une actualité un petit peu particulière, puisque au mois d'avril, il y a une loi Pacte qui a été votée par le Parlement français. On vous en fichez peut-être, hein, moi aussi d'ailleurs. Mais en fait, cette loi Pacte, elle institue pour la première fois de manière explicite le concept de raison d'être. Et dans son article 169, elle encourage les organisations à se doter, je cite, hein, d'une raison d'être. Et d'ailleurs, elle modifie un article du Code civil qui institue une nouvelle sorte de société, une société dite à mission. C'est quand même incroyable. Moi, je pense qu'ils l'ont fait exprès pour préparer le talk de ce soir. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous avons de plus en plus de pression et, je pense, du coup, de plus en plus de responsabilités. Vous savez, la RSE, certains ont déjà entendu parler, peut-être, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Carrefour, tiens. Carrefour, encore cette année, a dit, par la voix de son patron, la transition alimentaire, c'est le défi du siècle. La rendre accessible, c'est désormais notre raison d'être. Deuxième exemple, Antoine Frérot, patron de Veolia, qui, quelques jours après l'adoption de la loi Pacte, a réuni en assemblée générale, je crois, les actionnaires, et il a proposé de réactualiser la raison d'être. Elle fait plus d'une page, hein. Courage. Et là, vous me dites, Philippe, waouh, 2 exemples, 2 grosses boîtes. Moi, j'avais cru comprendre que tu voulais un peu démocratiser le concept de la raison d'être et que ça puisse nous parler, là, dans notre vie concrète, locale de tous les jours. On y arrive. Justement, pourquoi ce sujet d'un point de vue un peu plus micro? Ça fait un paquet d'années maintenant que j'interviens dans les organisations, avec une casquette de coach, formateur ou de consultant, peu importe. Et en fait, je m'inspire de modèles, justement, d'organisation, de gouvernance et opérationnelle qui s'inspirent de la raison d'être. Et puis peut-être une originalité, sûrement, sans doute. Je vais vous proposer ce soir de décliner ce concept de la raison d'être d'un point de vue horizontal. J'explique dans un instant. Et d'un point de vue vertical. Donc, j'aime bien, lorsque je travaille,
décliner le concept de la raison d'être pour la définir, non pas seulement au niveau du tout, une entreprise ou l'Église, mais au niveau des organes qui composent le tout. Donc, par exemple, le service louange devrait, ou là, certainement, sa raison d'être. Un service relation client d'entreprise doit avoir sa relation d'aide. Pas relation d'aide, pardon, ça c'est une dédicace pour mon épouse qui est là. Voilà. Sa raison d'être. Et ça peut même descendre jusqu'à la définition de fonction. Vous aurez un exemple concret ce soir, en plus de quelqu'un qui est dans la salle. Alors, 3 questions, 3 résultats visés pendant les 48 minutes qui nous restent. Un peu moins d'après mon compteur. Est-ce que cette question de raison d'être, finalement, c'est la question que vous devriez vous poser, hein, elle est pertinente? Est-ce qu'elle est désirable? Et est-ce qu'elle est accessible? Donc mon objectif, évidemment, c'est que vous soyez convaincus. Ça devrait être la partie la plus facile. Que vous soyez excités. Voilà. Et même, évidemment, mobilisés. C'est-à-dire que vous fassiez quelque chose concrètement après. Et mobiliser notamment parce que vous aurez un mode d'emploi et un paquet d'exemples, hein, j'ai mis le paquet ce soir, hein, un paquet d'exemples très variés, très concrets, dans lesquels vous pouvez dire, mais punaise, ça ressemble vraiment à ma configuration, ça ressemble vraiment au nom du domaine là, que j'ai noté sur mon papier. Alors, je vous propose tout de suite de vous auto-évaluer, là, en ce début d'exposé, à l'aide de votre book, de noter sur une échelle qui est prévue à cet effet, dans quelle mesure vous trouvez cette question pertinente, désirable, accessible, sur une échelle de 0 à 5. Ça devrait ressembler à ça. Page 13. Merci beaucoup, Anita. 15. Et je viens de la remercier, elle me met un... Merci, Anita. Ça va, tout le monde a trouvé? Vous avez 3 échelles de 0 à 5. Là, en début d'exposé, je vous redemanderai la même chose tout à l'heure, vous vous en doutez. Dans quelle mesure vous trouvez que c'est une question qui est pertinente, un peu, beaucoup, passionnément, carrément, désirable, motivante si vous voulez, hein, et accessible? Le but du jeu, évidemment, c'est que j'arrive à faire monter votre note tout à l'heure. Hein. Allez, on enchaîne. Passons aux enjeux. On passera à la définition tout à l'heure. Vous revenez avec moi? Passons aux enjeux. D'abord, je dirais que, est-ce que la question de la raison d'être est pertinente? Franchement, moi, je trouve que c'est une évidence. On est inscrit au SML, L comme leadership. Donc, en fait, on est là, c'est parce que la question d'avoir une influence nous intéresse, et une influence sur des résultats. On est intentionnel. Et comment avoir des résultats si je n'ai pas de stratégie? Et comment avoir une stratégie si je n'ai pas de vision? Ah, j'ai utilisé le terme de vision à la place de raison d'être. Peut-être que le mot vous est plus familier. Je vous propose pour l'instant, par commodité, de les rendre synonymes. Okay, on ne va pas se battre là-dessus pour l'instant, mais tout à l'heure, dans la définition, je vous proposerai peut-être une distinction entre raison d'être et vision. Mais partons là-dessus pour l'instant, et pour l'instant, commençons à nous faire un petit peu mal en voyant quels sont les symptômes dans nos organisations ou dans notre job individuel qui peuvent nous faire dire que la question de la raison d'être mériterait d'être posée. 4 symptômes en 4 couleurs. On va commencer par la couleur jaune. Premier symptôme, la perte de sens en termes de finalité. Et là, je vais citer une philosophe, et du coup, je me mets mes lunettes parce que j'ai bientôt 50 ans. Julia de Funès, qui est interviewée dans Marianne le 25 septembre dernier, qui est docteur en philosophie, je la cite à propos de cette perte de sens, de finalité. L'utilité n'est pas le sens. On peut savoir son métier nécessaire dans l'organisation de l'entreprise
ou de l'association, ou de l'Église, sans pour autant voir la finalité concrète de ce que l'on fait. C'est ce qui explique un phénomène qui n'est pas un épiphénomène, où des personnes très diplômées, ayant de belles fonctions, quittent leur poste pour un métier manuel ou relationnel dans lequel ils vont avoir le sentiment d'agir, et écoutez bien, d'avoir un impact sur le monde extérieur. Le sens se définit comme une extériorité, et là j'adore, il est toujours extatique, j'adore ce mot. Premier symptôme. Deuxième symptôme, une perte de vision globale. Alors comment ça se manifeste dans nos organisations? Excusez-moi, vous êtes enquiquinés par des personnes qui sont obsédées par les détails. Ça peut m'arriver. Deux exemples. Vous dirigez un service client. Vous savez, le service qui répond au téléphone ou qui envoie des mails quand on leur demande. Et en fait, vous constatez que vos collaborateurs ne cessent d'être focalisés sur les comportements clients, comment ils me parlent au téléphone, comment ils écrivent leurs mails, ils sont pénibles, etc. Ils ont sans doute des raisons de penser ça, mais ils perdent de vue à un moment donné le point de vue global, ce que les anglo-saxons appellent la big picture. Okay ? Donc je ne dis pas qu'ils ont tort dans l'évocation de leurs détails, je dis juste que leur prisme est complètement focalisé là-dessus. C'est dommage. Deuxième exemple, vous avez une position à responsabilité dans l'Église et à la fin du culte, vous avez toujours des membres qui viennent dire « Oui, la louange, spéciale dédicace, c'était un peu ceci, c'était un peu cela, c'était pas assez ceci, pas assez cela. » Alors, qu'il y ait des sensibilités différentes, qu'on ait des débats sur la louange d'aujourd'hui par rapport à la louange d'hier, moi, ça me parle bien, ce n'est pas un problème. Sauf qu'à un moment donné, je devrais prendre du recul en me focalisant sur ces détails et regarder la big picture. Ils sont là pourquoi, finalement? Est-ce que je ne peux pas passer au-dessus de ces détails? Donc voilà pour quelques symptômes jaunes. Deuxième couleur, rouge. C'est pas parce que c'est rouge que c'est plus grave que jaune, hein. D'accord? En fait, c'est un code couleur qui veut dire quelque chose, et pour les plus curieux, vous venez m'en parler tout à l'heure, je vous explique. Symptôme rouge d'un manque de raison d'être, un renforcement de la tendance à l'individualisme. Et là, je recite ma philosophe, qui n'est pas ma philosophe préférée, hein, rassurez-vous. S'il n'y a plus de projection, de finalité, d'ailleurs, l'individu se retourne, se concentre sur son moi, qui devient une perspective, une organisation à lui tout seul. Si mon travail ou mon service ne justifie pas mes journées, je vais tenter de chercher en moi, je cite, une raison d'être. Elle me plaît, cette femme. Deuxième alerte rouge, un problème identitaire. Qui suis-je finalement ? Moi, en tant qu'Église, qui suis-je dans le paysage de l'Eurométropole de Strasbourg? En tant que service dans une entreprise, qui suis-je par rapport à mes services collègues? Dans ma fonction, qui suis-je par rapport à mes collègues? Un problème identitaire. Je vais prendre un exemple. Je suis membre cofondateur d'une association qui s'appelle Coach en Réseau depuis 2008. Et c'est une association qui a beaucoup évolué dans ses buts et sa composition en termes de membres. Et ces derniers temps, puisque je suis le webmaster trésorier, c'est moi qui récolte les chèques, donc nous avons des nouvelles candidatures. Et en fait, entre les anciens et les jeunes piou-piou, on a été obligé de se reposer la question de la raison d'être. Ce que nous avons fait récemment au mois de septembre. Si jamais j'oublie, vous me faites penser, j'en parle tout à l'heure concrètement. Donc un manque de raison d'être, un problème identitaire. Troisième type de symptômes. J'ai bien aimé tout à l'heure, il y avait l'expression sur les règles fantômes, c'est ça, hein? Ouais, les règles fantômes. Un manque de raison d'être peut se traduire indirectement par des incertitudes au niveau des personnes qui sont impliquées dans l'organisation. En fait, ça fonctionne, le service fonctionne, l'organisation fonctionne, ça fonctionne, mais il n'y a pas de plan. Ou en fait, ils se demandent, mais en fait, c'est quoi le plan? Et s'il n'y a pas de plan, qu'est-ce qui va se passer lorsque demain, le dirigeant va décider d'en avoir un? Donc il y a une incertitude sur la planification, sur les étapes, sur le plan. Il y a juste la sécurité du fait qu'on fonctionne comme d'habitude. Plus marquant peut-être, justement en parlant de fantômes, la création d'un organigramme et de processus parallèles. Fantômes. Donc parallèle à quoi? Parallèle à l'officiel. Mais tous ceux d'entre nous qui avons bossé dans les boîtes, on sait très bien comment ça fonctionne, non? Vous avez l'organigramme officiel, avec les circuits de décision, les bonnes personnes à décider, etc. Mais quand vous voulez faire avancer votre schmilblick, vous savez qu'en fait, il y a un autre organigramme,
Okay, donc il faut connaître un tel avec qui vous avez fait du golf ou du tennis et qui est l'ex de la responsable du service de premier étage qu'il faut voir pour choper celui du deuxième pour en fait faire avancer votre schmilblick. Voilà. Donc concrètement, en fait dans la réalité c'est pas super drôle. Hein. C'est un risque majeur qui est augmenté par l'absence de raison d'être. Ça va? Parce que je vous vois toujours pas. Hein. Philippe, ils sont tous partis. Allez, bleu. Et on termine les symptômes avec ça. La caractéristique majeure d'une absence de raison d'être ou d'une raison d'être qui existe mais qui est peut-être mal formulée ou pas exploitée, hein. Vous dormez peut-être sur un tas d'or, c'est l'absence de stratégie apparente. En fait, l'organisation ne semble pas être intentionnelle, elle ne semble pas avoir du leadership. Elle peut fonctionner, hein, mais en fait, elle réagit, elle subit, et en fait, qui c'est qui décide? Ce sont les circonstances ou les gens, et notamment les derniers qui parlent. Ça peut se traduire par une organisation qui fonctionne bien, mais avec une juxtaposition d'activités, sans forcément qu'il y ait un lien évident en termes d'axe stratégique. Allez, on termine avec le bleu, une augmentation du risque du conflit d'autorité. En l'absence de raison d'être, chacun a sa vision de qui fait quoi et surtout de qui décide quoi et jusqu'où. Et là, je vais prendre l'exemple de notre Église. Et là, l'équipe pastorale... Non, je vais prendre l'exemple de notre Église, j'y viendrai plus tard, parce qu'en fait, notre Église, aujourd'hui, globalement, en termes de gouvernance, il y a 3 organes. L'équipe pastorale, le conseil d'anciens et le conseil d'administration. Et ils s'entendent très bien, relax. OK ? Ce que j'ai trouvé intéressant dans le travail qu'on fait ensemble au niveau de l'accompagnement de l'équipe pastorale, j'ai l'autorisation de leur part, bien sûr, de parler de cet exemple-là, depuis cet été, c'est qu'on a travaillé sur la vision et la raison d'être de l'Église. Mais c'était encore plus intéressant, je trouve, de travailler sur leur point de vue, sur la raison d'être respective des 3 organes de direction, pour bien délimiter leur pertinence et leur domaine d'autorité. J'y viendrai tout à l'heure, puisque dans la définition, je prendrai l'exemple de l'Église, dont je suis membre depuis plus de 30 ans. Voilà pour les aspects bleus, et je crois qu'on a fait le tour au niveau des symptômes. Il est temps de repasser à votre book, et avec ces 4 couleurs d'alerte, d'essayer de voir, tiens, s'il y en a certaines qui vous ont parlé, ou par rapport au domaine que vous avez noté tout à l'heure, dites, tiens, effectivement, ça, je m'y retrouve un petit peu, il y a un petit peu de cette couleur. Essayez de noter, je vous ai mis pour pense-bête juste les titres de chacun de ces symptômes. Je vous l'espère, et puis je vais venir un peu voir avec vous si tout va bien. Ça va, c'est clair les couleurs? Ouais, on est là dans les alertes. Ouais. Ça va Bernard, les couleurs? Je viens de dire mon matin, c'est dommage, c'est noir et blanc, du coup je pense que je suis les couleurs. Par contre, ils sont classés dans le même ordre. Hein. En haut à gauche, c'est bleu. Hein. Ça va, vous le sentez, monsieur et madame Eberswald? Vous en sortez? Les couleurs, tout ça? Ah, daltonien. Ah, Marcel est daltonien, mince. Ça va au niveau des couleurs, vous en sortez? En fait, je n'ai pas très bien compris la raison d'être. Je vais donner une définition dans un instant. C'est la vision, c'est le but ultime, comme ils ont expliqué tout à l'heure. Quelque chose qui me dépasse. Il est temps de passer à une définition. Parce que même si le terme de raison d'être est assez éloquent et que mes prédécesseurs ont déjà donné quelques définitions,
Allez, je vous en propose une. Se poser la question de la raison d'être peut revenir à cette question suivante. Fondamentalement et finalement, pourquoi, un seul mot, et pourquoi j'existe? Pourquoi mon poste dans mon organisation existe? Pourquoi le service des adolescents dans mon église existe? Pourquoi mon association existe? Pourquoi mon entreprise existe? Fondamentalement et finalement. À noter qu'en français, les deux pourquoi s'entendent de la même façon. En allemand, en anglais, c'est un petit peu plus distinct, parce que le premier pourquoi en allemand, c'est warum, en anglais, why. Je suis trilingue maintenant. Et le deuxième pourquoi, c'est wozu et what for. On est d'accord? Notamment pour mes amis Liberty, là, qui vont me fusiller si jamais je me trompe. OK. Ouais, ça y est, ils rigolent déjà. Donc une raison d'être pour moi a 3 ingrédients. Il y a des informations dedans de l'ordre de l'identité, donc ce sont les bases, fondamentalement. Il y a des informations de l'ordre de l'ambition, quel impact j'aimerais que mon existence ait, l'existence de ma fonction, l'existence du service louange, l'existence de mon entreprise spécialisée dans les outils de coupe, par exemple. Et il y a des notions de contribution. À cet impact, comment moi je pense apporter ma touche, ma part, sachant que d'autres vont faire une autre part. Et c'est la raison pour laquelle je distinguerai le terme de raison d'être et vision. On ne va pas se battre là-dessus, on est d'accord, mais pour moi, la raison d'être, c'est une vision justifiée. Justifiée par des éléments d'identité et par des éléments de contribution. Voilà, j'espère qu'on peut se mettre d'accord à peu près là-dessus. Exemple réel, vécu. J'ai fait la connaissance il y a quelques semaines d'une association qui s'appelle Soignons Humains. C'est une association française qui est basée dans les Hauts-de-France et qui est inspirée par l'exemple néerlandais de l'entreprise, attention, Buurtzorg, qui depuis 2007 a complètement révolutionné l'organisation des soins infirmiers à domicile en Hollande. Aujourd'hui, c'est 70% de part de marché. J'ai fait la connaissance de cette association dans le cadre d'un coaching de cadre. Je n'ai pas travaillé avec eux sur la notion de raison d'être, ce n'est pas mon mandat, mais si vous allez sur leur site, vous pouvez deviner que la raison d'être chez eux ressemble à ça. Je vous laisse découvrir. Concentrez-vous sur le premier paragraphe pour l'instant, puisque j'ai introduit une notion complémentaire en bas. Alors, ce qui est à retenir, vous ne vous cassez pas la tête, ce qui est à retenir, c'est que normalement, dans ce paragraphe, vous avez des éléments d'identité, de comment eux ils voient les choses. Il y a des gros éléments d'impact, à quoi ils aimeraient contribuer, et quel est l'impact sur la façon de vieillir à domicile. C'est un exemple. Je ne sais pas s'il existe une rédaction parfaite et définitive d'une raison d'être. Comprenez les principes. Ah, je rajoute au terme de raison d'être, cette fois-ci, des axes directeurs, et on va y revenir. Alors, le thème de la soirée, c'est clairement la raison d'être. Mais tout à l'heure, en introduction, j'ai parlé de déclinaison horizontale et verticale. Verticale, à un moment donné, ça veut dire que le thème de la raison d'être, pour qu'il passe d'un niveau stratégique à un niveau opérationnel, il a besoin de petits copains. Et les axes directeurs, les domaines d'autorité, les redevabilités font partie de la déclinaison. Donc les axes directeurs, ou les piliers qui soutiennent la raison d'être, sont souvent le deuxième niveau de réflexion après la rédaction de la raison d'être. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple. Moi, je pense qu'il y a des taquins dans la salle qui se sont dit « Mon Philippe, il est bien sympa avec son concept de raison d'être, mais est-ce qu'il s'applique à lui-même ce qu'il nous professe ?» Et la réponse est oui, puisque nous avons fait un séminaire avec mon épouse il y a quelques semaines, et on a bossé sur la raison d'être du cabinet PS Conseil, et voilà ce que ça donne. On vous dit tout, hein. Alors je reconnais que c'est une raison d'être un peu particulière,
Parce qu'en fait, elle nous ressemble et il y a beaucoup d'éléments internes. Il y a des notions d'impact sur le développement professionnel et personnel, ok, mais il y a aussi beaucoup de choses sur la manière dont on pense avoir une touche dans la façon d'avoir cet impact, et aussi chez nous, la notion de travailler en couple et en binôme est un élément tout à fait inséparable dans notre histoire de notre activité professionnelle. C'est notre histoire, c'est notre raison d'être aujourd'hui. Et vous voyez d'ailleurs les axes directeurs. Les axes directeurs, ce sont les 4 éléments auxquels mon épouse et moi, nous sommes sensibles si on veut que la raison d'être ne se casse pas la figure. C'est ça un axe directeur en fait. On veille comme le lait sur le feu. Allez, pour être sûr qu'on se comprenne bien en termes de définition, et du coup vous puissiez vous sentir concerné. Une interrogation propre aux églises. Je vais prendre 2 exemples, toujours avec leur autorisation. L'église de Pentecôte, ici, et l'église ménonite de Strasbourg-Illkirch. Quand on a commencé à travailler cet été, en travaillant sur la vision, le premier réflexe d'une église, c'est « Mais Philippe, la vision de l'église, on n'a pas à la réinventer, quoi. » Enfin, je sais pas, dans la Bible, le rôle de l'église universelle sur Terre est assez clair. Hein. Nous avons un rôle d'ambassadeur, on représente un royaume qui n'est pas d'ici. Voilà, donc il n'y a pas de vision ou de raison d'être à réinventer. Premier réflexe naturel. Deuxième réflexe, je cite, hein, vous me corrigez, mais en plus, nous sommes une église polyvalente. On ne pense pas qu'on a des spécificités particulières. Je veux dire, on brasse un peu large. En 1 ou 2 séances, on s'est assez vite rendu compte que tout en s'inscrivant évidemment dans la raison d'être de l'Église, la présence de l'Église universelle sur Terre, eh bien, l'ADN de l'EPI avait ses propres caractéristiques, qui ne se retrouvent peut-être pas complètement ailleurs. Et parmi celles-ci, en fait, on en a ciblé 3. L'accueil, notamment sur le côté multiculturel et intergénérationnel. Le côté théologique, avec, tout en faisant partie officiellement des ADD, une identité charismatique qui est vécue avec beaucoup d'équilibre et une recherche de non-légalisme. Et un critère lié à notre taille. Donc le côté force motrice, sans prétention. Nous sommes une grosse église, nous avons des infrastructures, la preuve on y est, et c'est potentiellement quelque chose qu'on veut garder, qu'ils veulent garder pour le bien de l'ensemble de la région. Donc voici 3 caractéristiques. Deuxième exemple, l'église ménonite de Strasbourg-Illkirch avec sa pasteur qui s'appelle Geneviève. L'église a demandé à l'église de travailler sur la vision. Ils ont constitué un groupe de travail et ils ont fait appel à moi. Okay ? Même réflexe, Philippe, on ne sait pas trop comment, l'Église nous demande de travailler sur une vision, mais bon, la vision, elle est dans la Bible. Enfin, voilà, toute Église a une vision qui est donnée par Jésus. Et assez rapidement, nous avons fait le même travail, et 3 caractéristiques, là encore, c'est un hasard, hein, sont sorties du lot, de telle façon qu'aujourd'hui, l'Église ménonite de Strasbourg-Illkirch a une stratégie autour de 3 éléments. Le premier, je cite, « faire communauté ». Ils veulent vraiment que leur vie d'église ressemble à une vie communautaire, très famille. Hein. S'appuyer sur une identité anabaptiste. Et troisièmement, habiter Illkirch. On est dans ce quartier, c'est un des points de notre raison d'être. C'est d'autant plus marquant chez eux qu'en fait, un des besoins de travailler leur raison d'être, c'est leur déménagement. Ils étaient au centre-ville avant. Et là, plein sud, boum, Illkirch. Pour terminer sur la définition, un exemple de recadrage. Recadrage au sens remettre les choses à leur place. Oui, parce qu'en management, un recadrage, en général, oula, ça sent mauvais. Joël est venu me voir il y a quelques mois, accompagné de son épouse Karen. Tous les deux, ils dirigent, je vais appeler ça une antenne maintenant pour ne pas dévoiler, une antenne très importante d'une association, que je qualifierais de caritative sur Strasbourg. Ils sont venus me voir avec un sentiment d'une certaine usure, des doutes sur leur posture managériale et sur leur répartition des rôles, en plus entre monsieur et madame. Et à un moment donné, j'ai demandé à Joël, mais Joël, du coup, c'est quoi la raison d'être là, de ton antenne ici sur Strasbourg ? Et là, Joël, qui normalement devrait être présent dans la salle, mais je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Il est là, super. Il m'a dit, Philippe, on a travaillé dessus. J'imagine le séminaire et tout.
Et il m'a répondu, notre raison d'être, notre vision se tient en 4 verbes. Je les cite, hein, accueillir, intégrer, accompagner, envoyer. Et là, j'ai dit à Joël, bravo, merci beaucoup pour ta réponse, on la garde, mais pas pour ma question. Ce que tu me donnes, en fait, ce sont plutôt les grands moyens en termes de mission sur le comment vous allez exprimer une raison d'être. Et c'est super bien exprimé de manière très synthétique. Donc nous avons retravaillé la raison d'être du poste de Strasbourg, puisqu'en fait, vous l'avez deviné, il s'agit de l'armée du salut et de Joël et Karen Etcheverry, qui dirigent le poste de Strasbourg, qui est le deuxième plus important en termes de nombre de personnes accueillies, après celui de Paris. Ouais, je fais jeune, là. La raison d'être, du coup, c'est un public cassé qui, de plus en plus nombreux, devient disciple de Christ et pleinement rétabli. De cassé, on passe à rebâti, et de rebâti, on passe à bâtisseur. Voici donc pour les définitions. Alors, il est temps de passer aux bénéfices, et je vous propose de reprendre les 4 couleurs. Qu'est-ce qui peut changer en bien dès lors que je clarifie cette notion de raison d'être dans ma fonction, dans mon service, dans mon entreprise, dans mon assos? 4 mots-clés, et là on va les prendre dans le sens inverse. On va commencer par le bleu. Alors, accrochez vos ceintures. C'est peut-être la partie un peu compliquée. Mais peut-être pas. Un impact au niveau logique. Alors, l'expression niveau logique, en fait, vient d'un chercheur qui s'appelle Robert Dills, les niveaux logiques de Robert Dills, et ceux qui sont dans les métiers de l'accompagnement du coaching connaissent ce formidable outil qui prend la forme d'une pyramide que je vous présente dans un instant. Et en fait, très simplement, ça stipule quoi? C'est que si vous voulez agir au niveau des symptômes, par exemple les comportements de collaborateurs, vous avez intérêt à travailler à un niveau logique supérieur pour que les bénéfices redescendent sur les comportements dans un deuxième temps. Je vous ai perdu là? Allez, je vous rattrape. Voilà ce que ça donne. Alors, une pyramide, tout en haut, qu'est-ce qu'on voit? Mission, avec un grand M, raison d'être si vous voulez, ça me va, d'accord? Je vais prendre un exemple vécu. Une entreprise alsacienne qui fabrique et qui pose des menuiseries bois et PVC me demande de faire un séminaire pour les maîtreurs, donc le service des maîtreurs dans cette entreprise. Les maîtreurs, vous savez, c'est les mecs, ou les filles d'ailleurs, qui font des mesures précises sur la base des croquis faits par le commerciaux qui sont venus chez vous prendre des mesures un peu rapidos. Okay ? Et donc, eux, ils sont chargés de faire des plans pour fournir des instructions pour la fabrication et bien sûr l'installation. L'équipe de maîtreurs était vraiment caractérisée à ce moment-là par un degré de motivation, mais très amoindri, par la peur excessive de faire des erreurs de maîtrise, qui ont des conséquences très fortes, et par une difficulté à s'imposer vis-à-vis des commerciaux, toujours évident, vis-à-vis des poseurs et vis-à-vis des clients quand ils sont en contact avec eux. Quand j'ai démarré le séminaire avec eux, je n'ai pas travaillé sur leur comportement ou leur capacité. J'ai vérifié avec eux qu'ils étaient au clair, ensemble, sur la raison d'être du service de maîtrage au sein de cette entreprise. Et vous savez quoi? Même sans travailler sur les comportements, le fait de clarifier ça a diffusé positivement sur leur comportement, de 2 manières. La première, c'est que les collaborateurs, en clarifiant leur grande mission, leur big picture, se rendent compte eux-mêmes à travers des prises de conscience que ce qu'ils font, il faut le changer et c'est normal qu'ils aillent à l'échec. Ils s'auto-régulent tout seuls parce qu'ils se réalignent. Le deuxième bénéfice qui fait que ça redescend sur le niveau logique, c'est le fait que le formateur ou le manager ou le coach va les aider à changer des comportements, mais leur acceptabilité de ce changement est beaucoup plus forte parce qu'ils le relient à une raison d'être et pas simplement parce qu'on vient les enquiquiner dans leur façon de faire le travail. Ça a été sur le triangle là? Ouais? Ok. Niveau logique, c'est top comme outil. Deuxième bénéfice bleu, la capacité à arbitrer. J'ai accompagné une église évangélique dans la région et on a travaillé sur la raison d'être et ses déclinaisons. Ça peut avoir un bénéfice dans deux politiques. La politique du soutien financier. C'est un peu le casse-tête parfois. Hein. On soutient qui? Les besoins sont énormes, on peut être tenté de saupoudrer et donner un petit peu ici, un petit peu là et un petit peu là.
Donc le fait d'avoir une raison d'être, à un moment donné, peut impliquer que j'ai une stratégie de soutien financier en tant qu'organisation, que j'assume en espérant bien sûr que d'autres églises ont une autre stratégie pour combler les trous dans la raquette. Donc je ne cherche pas à combler tous les besoins du monde, mais j'ai ma propre contribution qui est reliée à une raison d'être. Donc sur la politique de soutien financier. Un deuxième exemple, c'est sur l'agenda des personnes qui prennent la parole sur l'estrade, vous savez. Alors, si j'enlève les habitués, donc, je ne sais pas, pasteurs, par exemple, diacres, anciens, ça dépend comment ça s'appelle, les intervenants extérieurs, à qui on dit oui, à qui on dit non. Qui c'est qu'on veut, qui c'est qu'on ne veut pas, entre guillemets. Excusez-moi hein, si je froisse un petit peu, mais à un moment donné, je peux avoir une stratégie du type d'intervention, du type d'intervenant que je veux sur l'estrade, et donc mon planning annuel peut être aligné par rapport à une raison d'être. Voilà pour des bénéfices bleus. Allez, on passe en vert. Être clair sur la raison d'être augmente la cohérence dans les règles du jeu et la loyauté. Alors là, nous sommes plutôt sur des bénéfices indirects. Ce n'est pas le fait que vous ayez une vision, une raison d'être clairement formulée qui agit directement dessus. Non, mais dans la déclinaison verticale dont je parlais tout à l'heure, à un moment donné, je vais travailler avec vous sur les droits et les devoirs de l'organe en question ou de la fonction ou du service. Ça s'appelle les redevabilités dans le modèle qui me sert d'inspiration. Et donc, du coup, vous êtes clairement sur ce genre de bénéfices. C'est l'antithèse de l'organigramme fantôme de tout à l'heure, en fait. Hein. En mode rouge, et là, en tant que chrétien, l'expression « esprit de corps » devrait aussi nous parler. Le sentiment d'appartenance. Bosser son raison d'être augmente le sentiment d'appartenance. Pourquoi ? Parce qu'on augmente la conscience que nous sommes des organes à l'intérieur d'un même corps et qu'a priori, il faudrait mieux qu'on soit tous alignés. Parce que quand un organe, une cellule fait ce qu'elle veut, ça porte un nom en maladie, hein, le cancer. Marc et Clarisse Ebersold sont parmi nous ce soir. J'ai travaillé avec eux sur l'exploitation familiale de la ferme, qu'ils ont perdue fin juin à travers un incendie. Tout le monde est au courant, ça fait la une des médias. Nous avons travaillé avec eux sur, j'ai leur autorisation bien sûr, sur la raison d'être, parce que travailler en famille, c'est bien, c'est un peu touchy des fois quand même. C'est normal. C'est pas évident de travailler en famille. Donc on a travaillé d'abord sur la raison d'être, sur la manière dont les différents membres de la famille qui sont présents dans l'exploitation voient le rôle de l'exploitation à l'extérieur, mais aussi l'image qu'on a envie de dégager à l'intérieur, qu'idéalement il y ait une harmonie sur ce qu'on vend entre guillemets à l'extérieur, mais aussi le reflet de ce qu'on vit en tant que famille intérieure. Nous avons mis en pratique la notion de raison d'être. Merci Marc et Clarisse de m'avoir autorisé à exploiter. Je vous devine, hein, je sais que vous êtes là à peu près. Voilà. Deuxième bénéfice rouge, le fait de bosser demain sur la raison d'être vous oblige à discuter, à échanger, et notamment en phase d'intégration. Je vais prendre l'exemple d'un siège Europe d'une grosse entreprise américaine qui est située dans l'Eurométropole, je n'en dis pas plus. J'ai bossé avec le service client, et notamment parce qu'ils ont recruté de nouvelles recrues. Et en fait, ils voulaient être sûrs que les nouvelles recrues, à la fois pouvaient s'aligner sur la raison d'être, mais aussi pouvaient peut-être l'alimenter en tant que nouvelle tête. Et puis tout à l'heure, j'ai promis que j'allais revenir sur Coach en réseau, je crois. Et j'ai dit que j'allais aller un peu plus loin. Donc Coach en réseau, l'association dont je suis membre cofondateur, dont j'ai parlé tout à l'heure, a eu besoin ces derniers temps de se reposer la question de la raison d'être entre les anciens, dont je fais partie, et les jeunes piou-piou qui sont arrivés là. Et comme en plus, avant même qu'ils arrivent, on avait beaucoup changé de stratégie, on a bossé là en septembre dernier sur la raison d'être, et voici un projet de résolution que je vous lis. Coach en réseau, le lieu et le temps pour se retrouver entre membres formés au coaching, au travers de 4 rencontres annuelles, conviviales et bienveillantes, je confirme, assurant ainsi intervision, partage et progression des pratiques. On termine sur le jaune. La raison d'être est un formidable booster de motivation pour 2 raisons. 1, ça permet de voir l'impact de ce que je fais. Et 2, ça permet de se projeter. Bref,
nous sommes typiquement dans un bénéfice de transcendance. Et là, pareil, en tant que chrétien, ça doit nous parler. Quelque chose qui me dépasse, où mes enjeux personnels sont aspirés par quelque chose de plus fort. Anita, qui parle très très bien, a dit tout à l'heure que j'étais concepteur de l'émission Éclairage. C'est la 3e saison. Et en fait, en bossant cet été sur le lancement de la 3e saison, je n'ai pas changé la raison d'être, que j'avais communiqué à l'équipe au début, mais j'ai eu besoin de me rebooster. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis demandé, mais en fait, fondamentalement, et finalement, le talk show, en plus des bénéfices liés à la raison d'être actuelle, ça sert à quoi, finalement, Philippe? À quoi tu aimerais que ça serve? Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était notamment un outil de développement de la maturité du croyant ou de la personne qui est en chemin dans son rapport à la marche du monde, et notamment dans la façon de se faire une opinion sur comment ça fonctionne dans le monde, et de la manière de défendre son opinion, parce qu'on a tous vu peut-être des témoignages ruinés, parce que le chrétien, il ne pense pas, il n'a rien, il n'a pas d'opinion, et il n'a que des anathèmes à projeter sur « Ah, le monde, il fout le camp ». Désolé, je suis un petit peu dur. Mais donc, Éclairage, pour moi, c'est un outil de développement de la maturité. Voilà un exemple typiquement de transcendance. Dans quelle mesure ça peut participer à quelque chose qui me dépasse, et moi, je suis juste un acteur. Par rapport à ces 4 avantages, il est temps de replonger maintenant dans votre book. Et de voir dans quelle mesure votre auto-évaluation de tout à l'heure, vous savez, la question est-elle pertinente, désirable, accessible? Dans quelle mesure ça a évolué là? Nous sommes à 41 minutes et 51 secondes d'exposé. Dans quelle mesure ça a évolué? Vous avez une échelle qui se situe cette fois-ci en dessous de la précédente, toujours de 0 à 5. J'en profite pour dire que certains auront observé que sur le plan dans le book figure une partie qui s'appelle « Objection ». Et ce soir, volontairement, je la zappe. Donc, si à l'issue de l'exposé, vous avez encore des objections sur la pertinence de la raison d'être, vous venez voir tout à l'heure, et normalement, je devrais pouvoir les traiter. Allez, au risque de vous frustrer, j'enchaîne sur la partie suivante. En pratique, Philippe, qu'est-ce que tu nous conseilles? 3 phases. Collecte, formulation, application. Commençons tout de suite par la collecte. Alors, pour pondre notre raison d'être, pour accoucher de la raison d'être, encore une fois, pour une fonction, pour un service, pour un tout, on va déjà commencer par se mettre ensemble et collecter. D'ailleurs, vous avez des exemples ici réels de tableaux qui ont été faits pour le cabinet PS Conseil à gauche et pour l'émission Éclairage à droite. Et on va récolter quoi? Essentiellement des éléments d'ADN. Là-dedans, il va y avoir de l'interne, de l'externe. Qui on est, quelle est notre vision du marché, si on est une entreprise, ou du monde, quels sont les besoins du monde qui nous environne, comme le témoignage tout à l'heure au Portugal. Quels sont les besoins que j'ai ici à mes pieds au Portugal? Donc des éléments internes, externes, des éléments du passé, notre terreau, notre histoire, nos histoires peut-être, et notre vision de ce qu'on aimerait devenir en futur. Vous allez également trouver dans ces éléments d'ADN des aspects liés aux personnes, j'y arrive dans un instant. Et en fait, ça m'a fait penser au shape de Rick Warren. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de ça. En anglais, c'est « Shape reveals the fates ». La forme révèle le but, la raison d'être. Alors, à l'origine, c'est plutôt fait pour le chrétien individuel. Mais en fait, je propose de le prendre comme méthode pour faciliter la rédaction d'une raison d'être. En français, ça donne le S, quels sont mes dons? Mes dons spirituels, dans sa version. Qu'est-ce que j'ai? De quoi je suis doté à l'origine? En quoi ça peut m'aider à rédiger ma raison d'être? Le H, c'est le cœur. Qu'est-ce qui m'anime?
à quoi je suis sensible. Nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes besoins dans le monde. Nous n'avons pas tous la même sensibilité. On ne vibre pas tous pour les mêmes choses. Le A, ce sont nos compétences, des choses que nous avons développées, ce dans quoi nous sommes devenus forts. On sait bien faire ça aujourd'hui. On a un talent particulier, mais que nous avons développé, des compétences. Le P, c'est la personnalité, qui on est, quel est notre style, notre touche. Et le E, ce sont nos expériences. Donc je trouve que le shape est une bonne manière de collecter les ingrédients qui ensuite vont nous permettre de passer à la phase 2, donc de formulation. Et il ne faut pas 15 séances pour faire ça. Hein. En tout cas, pas tout seul. Allez, 2 petits trucs qui marchent super bien. Raisonner par l'absurde. Pour trouver ma raison d'être, je peux me poser la question, et si je n'existais pas, il se passerait quoi? Admettons que le monde se passe de ma fonction, se passe du service sono, se passe de mon entreprise qui fait des instruments de coupe, se passe de cette ONG. Est-ce qu'il manque quelque chose à quelqu'un? Raisonner par l'absurde permet de déterminer par ricochet notre raison d'être. Dans la pratique, ça marche très très bien. Deuxième truc astuce, la méthode des 5 pourquoi. Alors, les plus industrieux d'entre nous connaissent cette méthode. Il me semble qu'elle est dérivée des Japonais, comme d'habitude. Vous savez, c'est pour identifier la cause d'une panne. On identifie une panne et en faisant successivement 5 fois pourquoi, on remonte à l'origine pour trouver la solution. Et en fait, j'ai eu l'idée d'avoir cette petite méthode. Plutôt que d'essayer de travailler sur la raison d'être tout en haut, je discute avec mon client, entre guillemets, sur « qu'est-ce que tu fais là ?» Et comment tu le fais? Le « how » et le « what » de tout à l'heure. Okay? Et pour ensuite dire « why » et « pourquoi tu fais ça ?» Okay? Là, tu fais quoi? Je réponds au client, par téléphone, par mail. Comment tu le fais? J'ai des phrases toutes faites, et j'essaye de faire en sorte que je suis réactif, etc. Ok, tu sais pourquoi tu le fais? Oui, c'est un engagement de l'entreprise, on répond au client. Et tu sais à quoi ça sert? Oui, pour que les produits qu'on leur achète leur servent vraiment dans la vraie vie, qu'on ait une belle image de marque et qu'ils soient fidèles. Oui, d'accord, mais tu sais pourquoi encore? Et je pose 5 fois la question du pourquoi, et je remonte progressivement au big why ou au big what for. Donc, méthode des 5 pourquoi. Ça va? Ouais, super, merci. Formulation. Bon, j'ai déjà donné pas mal d'exemples. Dans la formulation, la raison d'être est orientée résultat. On évite au maximum d'utiliser trop de verbes d'action. Ça a l'air très concret ce que je dis, mais parce que si je suis trop dans le verbe, je suis déjà dans le comment j'exprime ma raison d'être. Alors que la raison d'être est vraiment exprimer quelque chose que j'aimerais voir arriver demain. Elle est ni trop longue, je pense à l'exemple de Veolia que j'ai cité tout à l'heure qui fait plus d'une page, et elle est ni trop courte. Vous savez que la version courte de Veolia, c'est ressourcer le monde. Alors, entre une page et demie et ça, waouh! Une raison d'être, ce n'est pas le slogan ou la baseline de l'organisation. Oser croire Dieu, qui est la baseline depuis un paquet d'années ici à l'EPI, ce n'est pas la raison d'être. Par contre, ça devrait tout aligner et c'est cohérent, bien entendu. Donc, ce n'est pas une signature publicitaire. Voilà pour la phase de formulation. Troisième phase, application. Et là, c'est un sujet qui peut être un tout petit peu frustrant en tant qu'intervenant. C'est un point de vigilance. Se poser la question de raison d'être, ce n'est pas la fin, ça devrait être que le début. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais une raison d'être et que je n'en fais rien, c'est hyper frustrant. Et quand je dis que c'est que le début, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la base d'un alignement ou d'un réalignement stratégique, mais qui doit se diffuser de manière concrète, opérationnelle. Cette raison d'être doit vous aider à trancher, à prendre des décisions, à créer un service ou à supprimer un service, pour des bonnes raisons, en tant que vie de corps, en tant qu'organe. Et à le décliner, je rappelle, d'un point de vue horizontal, se poser la question sur les différents services qui comptent, mais également, là, pour le coup, vertical. C'est-à-dire que je fasse quelque chose avec cette raison d'être, que j'identifie des axes directeurs, que je définis les droits et devoirs. J'ai parlé des redevabilités tout à l'heure, les domaines d'autorité quand j'ai parlé des différents organes de direction. Donc tout ceci doit vraiment se décliner. Il est temps de conclure. La question de la raison d'être est-elle pertinente?
est-elle désirable? Est-elle accessible? On a vu ensemble 4 couleurs en termes d'alerte, de symptômes. J'ai essayé vraiment de truffer d'un maximum d'exemples réels, très variés, susceptibles de nous toucher dans nos réalités à nous. On a vu en 4 couleurs les bénéfices d'être au clair sur cette question. Et puis, je vous ai donné des aspects pratiques, avec des phases concrètes, pour pondre cette fameuse raison d'être. Donc, à ce stade de l'exposé, quelle est la prochaine étape? Alors, normalement, ça a été fait pour qu'il y ait un côté un peu do-it-yourself. C'est-à-dire, vous pouvez vous débrouiller tout seul et déjà vous saisir de cette question et choisir de la poser la prochaine fois sur la table. Mais à un moment donné, vous aurez certainement besoin d'un renfort externe. Et donc là, comme je ne veux pas vous laisser orphelin, j'ai préparé une longue liste de professionnels spécialisés apparemment dans la question et qui sont susceptibles de vous aider dans cet accompagnement à la fois stratégique et opérationnel. Donc, je tiens à votre disposition cette liste et je vous dis à bientôt sur le stand. Merci pour votre attention.